Salut tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Sur ce bonne soirée. On est maintenant rendu à notre deuxième partie des équipes de la Ligue nationale de hockey. Aujourd'hui, on vous parle de la conférence de l'Ouest. Allons-y tout de suite avec une équipe qui a eu une excellente entre-saison avec l'acquisition de plusieurs joueurs importants, les Blackhawks de Chicago. Donc on sait déjà que l'an dernier, ça a été une saison quand même assez difficile pour les Blackhawks, quoique un peu surprenante avec certains résultats. Mais on sait que l'équipe était en reconstruction, surtout avec l'arrivée du premier choix repêchage Connor Bedard. Et vraiment, pendant l'entre-saison, on a vraiment essayé d'entourer les jeunes joueurs qui étaient déjà présents avec l'organisation, entre autres Connor Bedard, Philippe Kourachev ou Lukas Reichel, si on veut. On est allé chercher des joueurs offensifs extrêmement intéressants, en Tyler Bertuzzi, entre autres, ancien des Maple Leafs, et Teuvo Teravainen, ancien des Hurricanes. Les deux joueurs les plus importants qu'on est allé chercher au niveau des agents libres. On est allé aussi faire l'acquisition d'Ilya Mikheyev, de Pat Maroon, et en défensive, d'un défenseur quand même avec une certaine expérience niveau Ligue nationale, TJ Brodie. Et en plus, au niveau de la défensive, on est allé un peu solidifier, si on veut, l'expérience et l'aspect beaucoup plus défensif avec, bien sûr, Alec Martinez qui a signé pour un an à 4 millions cet été. Malgré les difficultés des Blackhawks la saison passée, j'ai vraiment aimé le travail et l'évolution de l'équipe, honnêtement, surtout dans le cas de Connor Bedard qui, malgré la blessure qu'il a eue au niveau de la mâchoire, il a quand même une saison de 22 buts, 39 passes pour un total de 61 points. Et en plus de ça, l'équipe pour de vrai se concrétise vraiment cette année avec, comme tu as dit Étienne, l'acquisition de Bertuzzi, Teravainen, Nick Foligno qui est devenu le nouveau capitaine des Blackhawks de Chicago et qui va rester avec cette équipe jusqu'en 2027. Et on a aussi beaucoup de joueurs du futur dans le cas de Philippe Kourachev, Lukas Reichel ou encore évidemment Connor Bedard qui lui avait signé son contrat d'entrée et qui va devenir agent libre avec restriction en 2026. Donc, j'imagine que le contrat de Bedard sera quand même assez lucratif. Et côté défensif, on a des gars comme Alex Vlasic, Connor Murphy, et on est allé approfondir la défense, comme tu as dit, Étienne, avec Alec Martinez et TJ Brodie. Mais je veux surtout parler du cas de Seth Jones, qui lui est rendu à sa 3e année de son contrat de 8 ans, à 9,5 millions. Et dans le cas de Seth Jones, je dis pas que c'est un défenseur qui sait pas défendre et qui sait pas quand même bien jouer. C'est que les chiffres du côté de Seth Jones sont extrêmement décevants. Depuis qu'il a signé son nouveau contrat, on a dans la saison 2022-2023 12 buts, 25 passes pour 37 points. Et l'année passée, c'était 8 buts et 23 passes en 67 matchs. Donc c'est assez décevant. Depuis le début, en fait, parce que Seth Jones, on paye ce gars-là 9,5 millions par année, mais il fait pas des énormes chiffres comme, admettons, des gars comme Quinn Hughes ou encore Ken McCarr sont capables de faire. Et je veux dire, Seth Jones, il a encore 29 ans, il a encore beaucoup de hockey à jouer dans sa carrière, donc on peut toujours voir une espèce de révolution, comme on a vu dans le cas d'Alexis Lafrenière avec les Rangers. Mais c'est vraiment, ça va être un sujet chaud pour les prochaines années, un peu comme dans le cas de Darnell Nurse avec les Oilers, mais on va pouvoir en parler plus en profondeur tantôt. Comme on peut le voir, comme Étienne et Jay ont dit, sont allés chercher beaucoup de joueurs défensifs et attaquants, mais ils sont pas trop concentrés du côté du gardien de but, parce que moi je trouve personnellement que Mrazek est pas le meilleur. Il se débrouille, mais il est pas constant. Fait que c'est bien beau aller chercher des attaquants puis des défenseurs, mais les goalers, c'est vraiment important aussi. Fait que les défenseurs ont bien de la job à faire parce que c'est sûr qu'avec Mrazek, peut-être qu'ils se rendront pas en série, mais ça reste toujours à voir. Il y a quelques points qui vont devoir être effectués
et être suivi de près du côté des Blackhawks si on veut avoir beaucoup plus de succès que l'an dernier et repartir un peu la franchise. Tout d'abord, il va falloir éviter les blessures. Ça va être extrêmement important. On sait l'an dernier, Connor Bedard, Taylor Hall, Nick Foligno, Athanasiou aussi ont tous raté des matchs en raison de blessures. Du côté de la défensive, Seth Jones aussi a raté quelques matchs, comme Jill l'a dit tout à l'heure, en raison de blessures. Donc, les blessures vont être un point capital du côté des Blackhawks à surveiller. Il y a aussi le développement de Lukas Reichel et de Philippe Kourachev. Dans le cas de Kourachev, ça va un peu mieux, mais Lukas Reichel, ça prend beaucoup de temps au niveau de son développement. La saison dernière, ça a été une saison quand même assez décevante pour lui, donc ça va être important avec l'arrivée de Teravainen, de Bertuzzi, la santé de Taylor Hall, de vraiment encadrer tous ces joueurs-là beaucoup mieux que l'an dernier. Va aussi falloir surveiller les employés de soutien cette saison. On sait, Jason Dickinson l'an dernier, en raison de toutes les blessures à ses joueurs vedettes, a eu beaucoup plus de temps de jeu et s'est démontré en tant qu'un joueur beaucoup plus offensif qu'on ne l'aurait espéré, ce qui lui a d'ailleurs valu son nouveau contrat de 2 ans avec les Blackhawks. Et avec l'arrivée de Miev, la santé de Foligno, Pat Maroon qui arrive et Athanasiou qui, on espère, va avoir une meilleure saison que l'an dernier. Ça va être vraiment important de tout mettre dans le même paquet si les Blackhawks veulent encore plus de succès que dans les dernières saisons. Passons maintenant à l'Avalanche du Colorado qui, eux, de leur côté, par rapport aux Blackhawks, ont eu un été beaucoup plus tranquille avec quelques acquisitions mineures. Mais la direction et l'organisation pensent vraiment que les joueurs déjà en place, j'ai l'impression, feront le travail encore une fois cette saison. J'ai l'impression dans mon cas que ça va être peut-être une saison un peu de transition du côté de l'Avalanche avec plusieurs joueurs importants sur la fin de leur contrat. Je pense entre autres à Mikko Rantanen qui est à la fin de son contrat de 6 ans. Et il y a aussi Georgiev, le gardien, qui est à la fin de son contrat de 3 ans. 2 joueurs vraiment importants dans le rouage de l'Avalanche. J'ai l'impression qu'on va essayer le tout pour garder Rantanen dans les prochaines années. Pour ce qui est de Georgiev, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer devant le filet du côté de l'Avalanche. Peut-être la saison, ça va vraiment dicter si Georgiev reste ou non. Il y a aussi Jonathan Drouin du côté de l'attaque, tout comme Rantanen, qui est à la dernière année de son contrat, lui qui a signé un nouveau contrat d'1 an cet été. Ça va être intéressant de voir aussi du côté de Drouin, est-ce qu'il va continuer à poursuivre sur ses bonnes performances depuis son arrivée avec l'Avalanche et peut-être se magasiner un nouveau contrat, encore une fois, la saison prochaine. Tout reste à voir, bien sûr, mais avec un gars comme Nathan MacKinnon, Rantanen, Middlestad, Lekonen et Drouin, si on veut, le top 6 de cette Avalanche risque encore une fois cette saison d'être très intéressant, une fois de plus. On s'entend que pour l'Avalanche du Colorado, c'est une équipe qui est vraiment au pic de sa gloire. On a des, comme tu as dit, des gros joueurs, Nathan MacKinnon, Mikko Rantanen, que je suis pas mal certain qu'ils vont vouloir signer à long terme. Il y a 27 ans, il y a encore énormément de matchs à jouer avec Colorado. Et ça se peut que si on veut signer Mikko Rantanen à long terme, ça se peut qu'il y a quelques joueurs de soutien qui vont devoir prendre le bord. Donc je ne sais pas si on va signer à la fin de la saison Drouin. Je ne sais pas si on va vouloir se débarrasser de quelques joueurs. Donc ça va rester à voir. Mais le dossier Mikko Rantanen, ça va sûrement être dans les principales affaires de Joe Sakic dans les prochains mois à venir. Évidemment, on a perdu Landeskog depuis la conquête de la Coupe Stanley de l'Avalanche en 2022. Donc, c'est sûr que perdre Landeskog, perdre le capitaine aussi, maintenant rendu à 31 ans, et son contrat expire en 2029. Il va être agent libre sans restriction. Donc, en ce moment, j'ai plus l'impression que Landeskog, c'est un peu un dossier Carey Price de énormément de pertes de masse salariale, alors que il est sur la liste de blessés à long terme. Et aussi le cas du joueur Valeri Nichushkin, qui lui a encore enfreint un des protocoles de la Ligue. Donc il va être suspendu pendant
aux dernières nouvelles, c'était pendant 6 mois. Donc, c'est arrivé d'ailleurs en série éliminatoire et ça l'a fait perdre énormément de momentum aux joueurs de l'Avalanche qui se sont fait éliminer d'ailleurs par les Stars de Dallas en série éliminatoire. Donc, c'est vraiment 2 sujets très chauds. On a le sujet Rantanen qui est beaucoup plus joyeux, puis on veut signer ce gars-là à long terme. On a autant les dossiers Landeskog et Nichushkin qui mettent un peu des bâtons dans les roues dans l'organisation. Pour ce qui est de leur brigade défensive, on est vraiment très, 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 très bien installé. Kel McCarr jusqu'en 2027, lui qui va être agent libre sans restriction à ce moment-là. Devon Toews, lui, jusqu'en 2031, qui va rester avec l'équipe certainement. Samuel Girard, lui, jusqu'en 2027. Tout comme Kel McCarr. Et on a Josh Manson aussi, quand même 32 ans. Je ne sais pas si on va le signer à la fin de son contrat en 2026. Donc, défensivement, on est quand même extrêmement structuré. Kel McCarr, qui va être potentiellement dans les 10 prochaines années considéré comme un des plus grands défenseurs qui a jamais joué dans le hockey. Donc, défensivement, c'est ça, très structuré, mais c'est vraiment dans le cas des attaquants et aussi, comme tu as dit, Étienne, de Georgiev, que ça va être assez discutable du côté de l'Avalanche. Et c'est drôle à dire, mais Alexander Georgiev a quand même été le gardien de but avec le plus de victoires l'année passée, malgré son pourcentage d'arrêt de 8,97 et sa moyenne de but alloué de 3,02. Et c'était d'ailleurs pas lui, quand l'Avalanche a gagné la Coupe Stanley, c'était pas lui qui était le gardien numéro 1, c'était Darcy Kemper. Étrangement, c'était pas Georgiev. Lui, il faisait partie de l'organisation des Rangers de New York. Donc, est-ce qu'on fait assez confiance à Georgiev, malgré que, oui, il a été le gardien de but avec le plus de victoires au sein de la Ligue, mais c'est pas nécessairement grâce à ses grandes performances. Donc, dans le cas de Georgiev, ça va être aussi un sujet très chaud dans les dossiers de Joe Sakic. On parle des joueurs de puissance, Nathan MacKinnon, Mikko Rantanen, Middlestad, Lekonen, Drouin, on peut le mettre dans cette catégorie-là, puisqu'il joue avec MacKinnon. Mais c'est vraiment les joueurs de soutien qui m'inquiètent du côté de l'Avalanche. On n'a pas vraiment de joueurs de qualité de soutien au niveau du 3e, 4e trio. Si on regarde ici, le seul joueur de soutien qui fait un peu de sens, selon moi, Ross Colton, l'ancien du Lightning. Sinon, Miles Wood peut se présenter quelques games, mais des fois invisible. On a Logan O'Connor qui peut aussi se présenter à certaines présences, mais sinon invisible. Donc, ça va être vraiment intéressant de voir si au cours de la saison, on va se renforcer avec quelques joueurs de soutien pour appuyer justement nos gros attaquants dans les 2 premières lignes. Si on revient rapidement au cas Gabriel Landeskog et Valérie Nichushkin, ce qui serait intéressant de savoir du côté de l'Avalanche, c'est est-ce qu'on va les revoir un jour? C'est une question vraiment qui se pose, puisque si on regarde Gabriel Landeskog, comme tu as dit, Jay, depuis la conquête de la Coupe Stanley, n'est plus présent. À chaque saison, on a des nouvelles comme si il pourrait revenir en fin de saison au début des séries éliminatoires. Ça a été ça durant les 2 dernières saisons, mais on n'a toujours pas revu encore Gabriel Landeskog et ça commence à peser, comme tu as dit, un peu comme le cas de Carey Price. On ne savait pas trop ce qui se passait avec lui pendant plusieurs saisons. Finalement, on a fini par comprendre qu'il ne reviendrait pas. Est-ce que c'est la même chose qui va se passer avec Landeskog? C'est triste, mais c'est une possibilité vraiment que ça se produise. Du côté de Nichushkin, lui, c'est plutôt est-ce que l'Avalanche va vouloir le revoir à son retour de sa suspension? Ça fait quand même 2 ou 3 fois, si je ne m'abuse pas, qui enfreint les règles du player safety. Donc ça va être vraiment intéressant de voir si l'Avalanche eux-mêmes vont vouloir encore de Nichushkin, parce que, comme tu as dit tantôt, c'est vraiment un peu de sa faute à Nichushkin. Si l'Avalanche s'est fait éliminer des séries, ça a vraiment cassé les reins de l'Avalanche au complet lors des présentes séries, quand il a reçu sa fameuse suspension de 6 mois. Passons maintenant aux Stars de Dallas, qui, eux, comparé encore une fois aux Blackhawks de Chicago, ça a été une été
quand même assez difficile avec la perte de 2 piliers, je dirais, de l'équipe, en Joe Pavelski qui a finalement pris sa retraite et le départ de Ryan Suter, le défenseur d'expérience qui arrivait quand même sur ses 40 années, lui qui est maintenant rendu avec les Blues de Saint-Louis. Malgré plusieurs joueurs, encore une fois, très importants et très, très productifs en Jason Robertson, Roope Hintz et Wyatt Johnson, entre autres, j'ai l'impression que ça va être l'une des saisons, on va voir un peu les Stars peut-être régresser un peu au niveau des performances, suite entre autres à la perte de ces 2 gros joueurs, mais aussi au fait qu'il y a plusieurs joueurs importants qui arrivent sur la fin de contrat eux aussi. On pense d'ailleurs au capitaine Jamie Benn, Wyatt Johnston, que son contrat se termine aussi cette saison. Jake Oettinger, le gardien de but, ça va être extrêmement intéressant de suivre son dossier, à lui aussi. Fin de son contrat à la fin de l'année. Donc il y a plusieurs joueurs extrêmement importants du côté des Stars qui pourraient peut-être changer d'adresse à la fin de la saison ou même au milieu. Bien sûr, ça va dépendre des performances. C'est sûr que si les Stars réussissent à se positionner en série, les joueurs risquent de plus rester et d'aller peut-être essayer un gros push dans les séries pour peut-être signer par la suite ou tout le contraire. Mais ça va être vraiment intéressant de voir ce qui va arriver. Et il n'y a pas eu beaucoup d'arrivées non plus cet été. Les 2 arrivées les plus importantes, je dirais, du côté des Stars, ça a été 2 défenseurs, Matt Dumba et Ilya Lyubushkin. Donc vraiment, du côté de l'attaque, on a perdu Pavelski, on n'a pas vraiment remplacé. Faut dire qu'on a des très bons jeunes joueurs aussi, Stankoven, Johnson, Roope Hintz qui a signé un nouveau contrat aussi. Donc ça va être intéressant de voir dans quelle direction les Stars vont aller dans les prochaines années, avec une équipe vieillissante, une équipe qui peut-être va perdre quelques joueurs sur le marché des joueurs autonomes aussi, et de savoir si Jake Oettinger continuera sa carrière avec les Stars. Si on se souvient bien, les séries éliminatoires dernières, moi j'avais prédit en fait que les Stars allaient gagner la Coupe Stanley, et pour moi c'était vraiment une des dernières possibilités que les Stars puissent vraiment atteindre les finales et potentiellement gagner la Coupe Stanley. On était quand même allé chercher Chris Tanev en défense. On avait encore un Joe Pavelski qui était sur sa dernière année de contrat. Donc pour moi, c'était vraiment la chance. C'était vraiment là, maintenant ou jamais, que les Stars pouvaient vraiment faire quelque chose. Les Stars avaient quand même sorti les champions en titre, les Golden Knights de Vegas, et sont allés sortir Colorado en plus en deuxième ronde, avant de complètement perdre le contrôle du train contre les Oilers, qui eux se sont éventuellement rendus en finale contre les Panthers. Mais pour de vrai, les Stars ça va commencer à être extrêmement difficile de leur côté. Je sens que ça va être une des équipes de l'Ouest qui va avoir une certaine misère cette saison. Donc oui, évidemment, on a encore des gros joueurs en Jason Robertson, Wyatt Johnston, évidemment, Mikko Heiskanen. Mais comme tu as dit, Étienne, ça va commencer à être très difficile du côté des Stars. On a plusieurs joueurs qui vont potentiellement peut-être pas re-signer, dont des gars comme Evgeny Dadonov ou Matt Duchene. Donc ça va commencer à vraiment être une pente extrêmement descendante pour les Stars. Et je suis pas convaincu qu'ils vont pouvoir rester on top de la conférence de l'Ouest, qui est toujours extrêmement robuste au niveau physique, évidemment. Ça joue beaucoup plus rude que dans l'Est. Mais du côté des Stars, on devrait s'attendre vraiment à une espèce de chute libre dans le classement et peut-être à un manquement pour les apparitions en série éliminatoire. Pas tout de suite, évidemment, mais dans les prochaines saisons à venir, si les Stars se grouillent pas trop, ça va commencer à être une des équipes les plus faibles et qui vont devoir nécessiter une reconstruction. Passons maintenant aux Wild du Minnesota qui l'an dernier ont malheureusement manqué les séries éliminatoires de peu, mais ont manqué les séries éliminatoires malgré une formation qui est quand même extrêmement expérimentée, autant que jeune. Donc ça a vraiment été la saison dernière une saison un peu à oublier pour cette équipe-là. Faut dire que pendant l'été aussi, on n'est pas allé de transactions ou d'acquisitions très importantes. Il y a eu plusieurs acquisitions minimes, disons pour les mineurs, je dirais.
Sinon, on est resté vraiment avec la formation qu'on avait plus ou moins l'an dernier. C'est une formation qui est quand même très intéressante avec Kaprizov, Hartman, Zuccarello, Boldy, Rossi, Eric Sinek et Johansson pour en nommer quelques-uns en attaque. Et du côté de la défensive, on a toujours Jonas Brodin, Brock Faber qui a fait une excellente saison recrue la saison dernière, Middleton et Jared Spurgeon qui devraient être à son poste au début de la saison, lui qui a manqué la saison dernière au complet à raison d'une blessure. Ce qui va vraiment être important pour le Wild et pour leur succès cette saison, c'est vraiment la constance de tout le monde. Donc les gros joueurs en attaque doivent vraiment continuer à produire et pas s'arrêter en milieu de saison et prendre des vacances si on veut. Et du côté de la défensive, va vraiment falloir se solidifier. Avec le retour sûrement de Jared Spurgeon, ça va beaucoup aider l'équipe. Lui qui est le capitaine justement de l'équipe. Donc ça va vraiment amener beaucoup plus de leadership dans le vestiaire et beaucoup plus de solidité à la défense. Du côté du Wild cet été, on n'est pas vraiment allé chercher de joueurs de soutien ou de gros joueurs. En fait, le GM a préféré aller chercher plusieurs joueurs pour des contrats à 2 volets, donc qui va permettre un passage au ballottage pour peut-être amener une certaine expertise rendue dans l'alignement principal. Mais sur papier, le Wild est toujours une équipe vraiment, vraiment intéressante, mais qui passe souvent vraiment sous le radar. On a des gros gars comme Matt Boldy, Kaprizov, Eric Sinek, Matt Zuccarello, qui lui, étrangement, a 37 ans, et je pense pas que plusieurs personnes se rendent compte à quel point ce gars-là est vieux, malgré qu'il continue à être un des très bons fabricants de jeux dans l'Est. Quand même, la saison passée, c'est 51 passes, 12 buts pour 63 points, donc Matt Zuccarello a toujours été un joueur extrêmement underrated. Marcus Foligno, évidemment, Ryan Hartman, Yakov Trenin, Frédéric Goodrow, Marcus Johansson. Donc vraiment en attaque, autant qu'en défense avec Capitaine Spurgeon qui revient à l'assaut, Jonas Brodin, Middleton et Zach Bogosian. C'est une grosse équipe et évidemment on a Marc-André Fleury qui va être sur sa dernière année de contrat. Et on a aussi une bonne relève en Philippe Gustafsson qui est vraiment capable d'être quand même assez bon pour l'équipe du Wild. Donc sur papier, c'est vraiment une équipe qui a vraiment de l'allure. C'est vraiment une équipe qui a vraiment un bon gabarit, qui a beaucoup d'expérience. Je veux dire, c'est des gars qui ont fait les séries une ronde ou deux, oui, mais c'est quand même c'est des gars qui ont participé en série, c'est des gars qui ont gagné certaines rondes de série, donc c'est vraiment défensivement le problème du Wild. C'est le genre d'équipe qui peut accorder un match, un seul but, et le match d'après en encaisser 5 et perdre 5-3 par exemple. Ça a vraiment été un problème pendant plusieurs années avec le Wild d'ailleurs. Donc vraiment le Wild, il faut vraiment qu'ils se poussent dans le derrière pour pouvoir accéder en série parce qu'ils sont capables. Ils sont capables dans leur division d'aller chercher ce spot-là pour participer en série et puis faire un push. Il faut juste qu'ils se forcent. Puis surtout avec la dernière année de Marc-André Fleury, ça va être une des dernières opportunités de vraiment avoir un gros gardien de but dans le net pour pouvoir potentiellement aller en série et faire un push. Mais il faut vraiment que le Wild soit constant cette année parce que les dernières saisons ont été relativement assez difficiles pour eux. Marc-André Fleury a confirmé que ça allait être sa dernière année cette saison. Ça va être très intéressant de savoir comment on va l'utiliser cette saison parce qu'on sait que Gustafsson a beaucoup de difficultés à être constant devant le filet. Donc c'est possible qu'on va beaucoup plus voir Fleury qu'on aurait pu le penser devant la cage du Wild. Ça va être aussi intéressant de voir où Fleury finira cette saison. Si le Wild ne participe pas en série, peut-être que Fleury va vouloir changer d'adresse pour gagner une dernière Coupe Stanley en carrière. Passons maintenant à une équipe qui a eu la plus grosse été selon moi et une des équipes qui va être extrêmement intéressante à suivre durant les prochaines saisons et surtout la saison à venir, les Predators de Nashville. On avait déjà d'excellents joueurs établis au niveau de la formation avec Philippe Forsberg, Roman Josi en défense. On avait fait l'acquisition l'an passé de Ryan O'Reilly aussi et de Luke Schenn, ce qui avait grandement aidé l'équipe.
Mais vraiment, cet été, on est allé le tout pour le tout en amenant et Steven Stamkos pour 4 ans, Jonathan Marchessault pour 5 ans et Brady Shea pour 7 ans, tout en prolongeant le contrat de Juuse Saros. Donc vraiment, ça a été un été extrêmement productif pour les dirigeants de Nashville et avec maintenant beaucoup d'attentes au niveau de l'équipe et des résultats en vue des prochaines saisons. Ce qui est très gagnant de ces acquisitions-là, surtout de Stamkos, Marchessault et de Brady Shea, c'est que c'est des gars qui ont extrêmement d'expérience en série. Steven Stamkos et Jonathan Marchessault, c'est 2 gagnants de la Coupe Stanley. Ryan O'Reilly, qu'on avait amené la saison passée, c'est un gars qui est à son meilleur en série éliminatoire et qui a aussi gagné une Coupe Stanley. Donc ça va vraiment être, comme tu as dit Étienne, ça va être le tout pour aller faire un gros push en série. Il va dire, Nashville, ça a toujours été une équipe qui a beaucoup de difficultés en série éliminatoire face à des équipes qui sont qualifiées de plus de favoris. Mais vraiment, amener Stamkos, Marchessault, c'est ça, d'après moi, qui va ramener énormément de gloire aux Predators de Nashville. Mais c'est surtout ça qui va les amener complètement au top de l'Ouest. Et c'est ce qui va les amener vraiment dans un push en série cette année, c'est sûr et certain, si tout se passe bien. J'ai l'impression du côté des Predators de Nashville que la seule faille vraiment du côté de l'équipe, c'est vraiment la ligne de centre. À part Ryan O'Reilly qui devrait jouer au niveau de la première ligne d'attaque, les 3 centres du 2e, 3e et 4e trio, c'est un peu là où je dirais qu'il y a un peu de manque de talent. Tommy Novak, Colton Sisson et Michael McCarron, c'est pas vraiment des joueurs qui peuvent aider les Marchessault, Stamkos, Nyquist et Forsberg vraiment à produire. Donc il va vraiment falloir peut-être aller d'un petit magasinage et d'aller chercher vraiment un centre peut-être numéro 2 convaincant pour remplacer Novak et peut-être même un centre 3e, 4e trio pour vraiment aider à la profondeur de l'équipe pour un gros push cette saison et dans les saisons suivantes puisque tous les joueurs sont quand même signés à long terme. Il va falloir aussi un peu parler de la défense. Évidemment, Roman Josi, qui est peut-être un des meilleurs défenseurs, potentiellement le meilleur défenseur qui a joué pour les Predators de Nashville. Et je peux aussi considérer Shea Weber dans cette catégorie-là. On est allé chercher Brady Shea. Les 2 joueurs, 34 ans, Josi et 30 ans, Brady Shea. Leur contrat, dans le cas de Josi, expire en 2028 et celui de Shea en 31. Fait que défensivement, on a quand même un top 2 en défensive qui va rester quand même pendant un bon bout de temps. On a Alexandre Carrier qui reste jusqu'à la saison 2027, ce qui est quand même assez bien. Et on a évidemment le vétéran Luke Schenn qui lui aussi quand même a participé énormément en série éliminatoire. Lui, son contrat termine en 2026-2027. Qui va être agent libre sans restriction. Donc, on a encore 2 grosses années avec ces 4 gros défenseurs-là pour aller pousser vraiment fort en série et évidemment en saison régulière. Et on n'oublie pas aussi de parler de Jérémy Lauzon qui lui aussi, ça va expirer son contrat en 2026-2027. Donc vraiment, 5 gros défenseurs qui peuvent vraiment bien protéger la cage de Juuse Saros. Et on ajoute aussi l'attaque avec Philip Forsberg et tous les beaux joueurs qui font partie de cette grosse équipe de Nashville. Au niveau des gardiens, le fait d'avoir re-signé Saros a fait en sorte qu'on a dû échanger le jeune gardien Askarov aux Sharks, lui qui n'avait plus vraiment d'avenir avec Nashville. Ça va être intéressant de voir si on a pris la bonne décision de ce côté en choisissant Saros et en laissant partir un jeune qui avait beaucoup de potentiel. J'ai l'impression qu'on peut tous s'entendre à dire que vraiment cette saison, on doit s'attendre à une énorme saison du côté des Predators de Nashville. Et je dirais même peut-être une équipe déjà, avant même le début de la saison, contender à peut-être aller en finale de la Coupe Stanley. Passons maintenant aux Blues de Saint-Louis qui ont eu un été quand même assez intéressant avec des acquisitions, disons, de 2e degré, si on peut l'appeler ainsi. On est allé chercher Mathieu Joseph, Radek Faksa. On est allé chercher quand même 2 joueurs importants de la formation des Oilers d'Edmonton en Dylan Holloway et Philippe Broberg, le défenseur.
On a aussi rajouté de l'expérience avec Ryan Suter. Et on est aussi allé chercher le frère de Mathieu Joseph, Pierre-Olivier Joseph. On a aussi, malheureusement, avant le début de la saison et du camp d'entraînement, reçu une nouvelle très, très, très mauvaise du côté des Blues. Le défenseur d'expérience Torrey Krug s'est blessé pour toute la saison et ne fera pas partie de l'équipe. Ce qui va quand même, malgré les nouvelles acquisitions, laisser un très très grand vide au niveau de la défensive des Blues. Dans le cas des Blues et de leur effectif, on peut remarquer qu'il y a 4 joueurs qui sont signés vraiment à très long terme. Jordan Kyrou jusqu'en 2031, Robert Thomas jusqu'en 2031 lui aussi, Braden Shen qui a quand même 33 ans jusque lui en 2028 et Pavel Buchnevich jusqu'en 2031. Donc évidemment, les 4 gros joueurs en attaque, c'est évidemment ces 4 hommes-là. Mais disons que dès 2031, ça va être extrêmement difficile du côté des Blues de pouvoir garder ces joueurs vraiment d'excellence-là. Dans le cas de Kyrou, Thomas et Buchnevich, dans le cas de Braden Shen, lui, ça va être 3 ans plus tôt, en 2028. Donc dans le cas de l'attaque, pour les prochaines saisons à venir, vraiment notre première ligne offensive, ça va définitivement être Kyrou, Thomas et Buchnevich. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus, à part dans des cas de blessure. Mais sinon, pour ce qui est des joueurs de soutien, on a quand même Mathieu Joseph, Dylan Holloway, Alexandre Texier, Sundqvist qui est capable de faire quand même un assez bon travail. Et défensivement aussi, on a quand même Justin Falk et Colton Parayko qui ont quand même respectivement 32 et 31 ans. Parayko, lui, son contrat finit en 2030. Fait que pour les Blues, ça va être une question de extrêmement bien gérer leur effectif quand même dans les 7 prochaines années, considérant les années de fin de contrat de 2031. Donc, dans les repêchages, il va falloir être extrêmement minutieux, il va falloir vraiment bien gérer l'équipe, bien gérer l'effectif, parce que si 2031 arrive et que tu n'as plus personne, ça va faire extrêmement mal aux Blues. Déjà qu'ils ont quand même assez de difficultés depuis quelques saisons, surtout qu'ils sont débarrassés de Ryan O'Reilly et de plusieurs autres joueurs de soutien, dont Noel Acciari. Moi, j'ai l'impression qu'il faut vraiment faire un changement au niveau des gardiens. On a bien vu depuis les dernières saisons que Jordan Binnington a aucune constance devant le filet et perd aussi souvent ses moyens. Il faudrait vraiment que les dirigeants commencent à penser à rebâtir devant la cage, soit avec une transaction ou un repêchage. Ça va être intéressant de voir cette saison comment on va s'enligner du côté de l'organisation des Blues. La saison dernière, ça a été difficile, vraiment difficile même à certains moments. Et ça va être le fun de voir si les Blues vont aller dans une direction un peu semblable aux Flames, qu'on va parler un peu plus tard, où beaucoup de joueurs étoiles de l'équipe vont quitter l'organisation pour espérer rebâtir l'équipe dans le futur, ou bien on va rester avec les mêmes joueurs de talent et on va essayer de rebâtir avec déjà ce qu'on a, ou bien via transaction ou marché des joueurs autonomes. Puisqu'on peut que s'entendre qu'avec les dernières saisons que les Blues ont, s'ils ne sont pas sur une reconstruction, ils ne sont pas loin d'être sur le bord de la reconstruction. Passons maintenant à la nouvelle équipe cette saison du côté de la Ligue nationale, le club de hockey Utah. Et pour leur première saison estivale, si on veut, ça a été une excellente prestation de l'équipe et des dirigeants avec beaucoup d'acquisitions importantes pour espérer solidifier le jeune noyau d'attaquants et de défenseurs qu'on avait déjà de présent dans l'équipe. On est tout d'abord allé chercher Mihail Sergachev du Lightning de Tampa Bay, en retour bien sûr, on se le rappelle, de Janis-Jérôme Moser. On est allé mettre beaucoup d'expérience ensuite avec Ian Cole et John Marino, un ancien des Devils. Du côté de l'attaque, on est vraiment resté avec le même noyau de jeunes entourés de Nick Schmaltz et de Logan Krause. On est allé quand même chercher un gagnant de la Coupe Stanley l'an dernier, Kevin Stenlund, ancien des Panthers, qui va venir solidifier un peu la position de centre de 3e ou 4e trio cette saison.
Ce qui reste quand même encore un peu nébuleux, c'est la situation, encore une fois, devant le filet, avec un Karel Vejmelka qu'on a vu durant les dernières saisons être décevant vraiment et perdre même la place de gardien numéro 1. C'est Connor Ingram pour le moment qui est encore le gardien numéro 1 de l'équipe. Il y a eu quand même d'excellentes performances la saison dernière, malgré le fait que, justement, la saison dernière, les Coyotes, c'était très, très difficile. Va encore avoir vraisemblablement la chance cette saison de montrer ce qu'il peut faire, mais j'ai vraiment l'impression que du côté de Utah, c'est vraiment devant le filet qu'il faut s'améliorer et au plus vite. Malgré les difficultés que Utah ont pu avoir l'année passée, je trouve que vraiment le futur est très, 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 très bright pour le Utah Hockey Club. Donc, on a quand même un 10 millions en cap space. Donc, si jamais Utah fait vraiment des miracles, ils ont énormément de place pour aller chercher potentiellement des gros joueurs à la date limite des transactions. Donc, puis sûrement pendant l'année, ils vont sûrement faire quelques transactions, aller chercher peut-être des choix au repêchage, peut-être des jeunes ou des vétérans, parce que c'est une équipe qui est quand même relativement assez jeune côté attaque. Un petit peu plus âgé côté défense, surtout avec l'acquisition de Ian Cole. Mais c'est une équipe vraiment qui ont vraiment ils ont un bon gabarit en ce moment. Ils ont quand même Clayton Keller. Ils ont signé Dylan Genter jusqu'en 2033 à 7,1 millions par année. Donc ça, c'est vraiment excellent. On signe vraiment des gros joueurs à long terme. Logan Cooley, lui, est sur sa deuxième année de son contrat d'entrée de 3 ans. Et défensivement, comme tu as dit, Étienne, on est allé chercher Sergachev. On a encore Sean Dorsey, John Marino, Ian Cole et Juuso Välimäki. Donc, autant défensivement et en attaque, vraiment, Utah, ça commence vraiment à prendre forme. Un peu comme Chicago est en train de prendre forme, surtout avec l'été vraiment superbe qu'ils ont eu. Donc, vraiment, j'ai vraiment hâte de voir ce que Utah est capable de faire. On est en ce moment en pleine pré-saison de la Ligue nationale de hockey, vraiment. Utah fait vraiment des belles choses. Utah est vraiment une équipe qui joue bien, quand même contre des équipes quand même de haut calibre, malgré qu'on est seulement en pré-saison. Donc l'objectif de Utah cette année, ça va vraiment être de bien performer, d'être constant, surtout dans le cas de Connor Ingram, qui est honnêtement, je trouve, un des gardiens quand même sous-estimés dans la ligue, il est quand même assez excellent, mais malgré un manque de constance. Donc, ça va vraiment être le fun de regarder Utah et de voir ce que le futur va avoir l'air pour eux cette année. Avec un déménagement et un nouvel aréna, l'équipe a besoin d'avoir un bon début de saison et une saison avec du succès pour pouvoir démontrer que le noyau de joueurs présents sont en mesure d'amener l'équipe en possible position pour les séries. Ça va être aussi intéressant de voir la progression de tous les jeunes joueurs de l'équipe qui ont maintenant une saison de compléter et qui maintenant doivent démontrer beaucoup plus de constance devant un vrai public pour la première fois. Passons maintenant aux Jets de Winnipeg qui, eux, l'an dernier, après une saison régulière remarquable quand même, surtout de la part de Connor Hellebuyck, se sont écrasés complètement en série face à l'Avalanche et qui les ont sortis d'ailleurs. Donc ça va être vraiment intéressant cette saison de voir comment Winnipeg va réussir à rebondir après ces mauvaises séries éliminatoires. Eux qui durant l'été n'ont pas vraiment fait d'acquisitions majeures, quelques acquisitions ici et là de certains joueurs de soutien, mais sont vraiment restés avec le noyau déjà présent lors de la dernière saison. Effectivement, il n'y a pas vraiment eu de mouvement dans ce qui est des Jets de Winnipeg, mais il y a eu vraiment beaucoup de déception. En série éliminatoire, l'année passée, vraiment, ça a été extrêmement décevant. Oui, la première partie contre l'Avalanche du Colorado, parce que c'était ça la série, l'Avalanche contre les Jets, vraiment, ça a été, oui, une victoire de, je sais plus si c'est 8-7 ou un score vraiment très très haut, mais vraiment, autant Connor Hellebuyck que Alexander Georgiev, qui, comme j'ai dit plus tôt, avait été le gardien de but avec le plus de victoires dans la Ligue nationale de hockey cette saison-ci. Dans le cas de Connor Hellebuyck, lui avait la plus basse moyenne de buts alloués
par match. Et vraiment, ça a été vraiment incroyable. Ça a été plusieurs matchs avec 3 buts encaissés ou moins. C'est ce qui lui a ramené, évidemment, le trophée Vizina. Mais je pense pas que Hellebuck méritait ce Vizina-là pour ce qui était de ses prestations en série. Vraiment, ça a été absolument dégueulasse à regarder. C'était vraiment terrible. Colorado, vraiment, en a profité et ont vraiment montré aux Jets qu'ils n'avaient pas leur place en série, en fait. Donc, vraiment extrêmement décevant des Jets. Évidemment, ils n'ont pas fait grand-chose. Je veux dire, c'est le même noyau, comme tu dis, Étienne. Scheifele, Kyle Connor, Nick Healers, Nino Niederreiter. On a été chercher Alexia Fallo. On a toujours Gab Velarde, Adam Lowry, toujours le capitaine. Du côté défensif, on a encore Josh Morrissey, Neil Pionk, Dylan DeMello jusqu'en 2028. Mais sinon, il n'y a pas grand changement du côté des Jets. On a encore Hellebuck jusqu'en 2031 à 8,5 millions. Est-ce qu'il vaut ça? Oui, je suis totalement d'accord. Mais vraiment, en série, il va falloir que les Jets améliorent leur standard. Parce qu'ils ne peuvent pas faire ça. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils ont fait l'année passée. L'année passée, pendant la date limite des transactions, ils sont allés chercher 2 gros joueurs en Sean Monahan et en Tyler Toffoli, qui en saison régulière, ça n'avait pas été les méga superstars, mais en série non plus. Donc ça a été vraiment du gros gaspillage l'année passée des Jets, je trouve. Un énorme gaspillage. Et on n'a même pas essayé de retenter de signer Toffoli ou Sean Monahan. On les a laissés respectivement un à Columbus, un aux Sharks. On n'a pas profité de ces joueurs-là pour faire évoluer l'équipe. Donc, je trouve que ça a été une saison morte vraiment, vraiment triste pour les Jets. Et si on se bouge pas puis si on fait pas quelque chose, les Jets, ça va faire un peu comme les Stars de Dallas. Ça va faire une chute libre vers les très bas classements de l'association de l'Ouest. Encore un peu comme avec la ligne de centre des Prédateurs de Nashville, je trouve encore que la ligne de centre des Jets de Winnipeg, c'est pas vraiment la meilleure ligne de centre de la Ligue nationale. On a Mark Scheifele, bien sûr, centre numéro 1. Ça, on peut pas lui enlever. Mais après ça, tu as des gars comme Namestnikov, Kupari, Lowry. C'est pas vraiment des centres qui peuvent vraiment aider l'attaque. On sait que Lowry, c'est vraiment pas la police, mais disons un des plus gros joueurs de l'équipe qui peut vraiment brasser, vraiment bon en défensive. Il y a quand même Gabe Velarde qui peut être au centre et à Fallo aussi. Donc c'est possible qu'il y a certains joueurs qui bougent de position pour justement permettre un meilleur fonctionnement de la ligne du centre cette saison du côté de Winnipeg. Il faut aussi remarquer qu'il y a plusieurs joueurs de l'équipe, parmi les attaquants, que leur contrat va prendre fin dès la fin de la saison. Dans le cas de Nikolai Ehlers, Alexia Fallo, Mason Appleton et de Vladislav Namestnikov. Donc on parle quand même de 4 joueurs. 4 joueurs, 2 joueurs de centre et 2 ailiers. Donc quand même, Nikolai Ehlers, je suis pas mal certain que c'est un joueur qu'on va vouloir signer. Dans le cas d'Alexia Fallo, ça va dépendre de la saison qu'il y a. Mason Appleton, on a besoin de joueurs de centre, comme tu dis, Étienne, dans l'équipe. Donc, est-ce qu'on va vouloir le signer? On va vouloir aller chercher un autre joueur de centre qui est plus performant dans un style de Elias Lindholm, ou est-ce qu'on va pouvoir peut-être chercher un deuxième joueur de centre? Dans le cas de Namestnikov, 31 ans, est-ce qu'on veut garder ce gars-là? Donc, il va falloir prendre des décisions parmi les Jets. L'équipe commence à se vider, les contrats commencent à prendre fin très rapidement, à part dans le cas de Mark Scheifele, que lui, c'est quand même 2031. Mais aussi dans le cas de Kyle Connor, c'est pas l'année prochaine, c'est l'année après celle-là, 2026-2027. Donc, côté attaque, il va falloir vraiment prendre des décisions. Il va falloir peut-être aller chercher dans les joueurs autonomes qu'est-ce qui peut être intéressant ou aller vraiment chercher des bons joueurs dans les repêchages à venir. Passons maintenant aux Ducks d'Anaheim qui ont eu une bonne nouvelle cette semaine avec la nomination au poste de capitaine de Radko Gudas, qui va vraiment, j'ai l'impression, amener beaucoup d'expérience dans le vestiaire. Il était déjà là l'an dernier à titre d'assistant capitaine, mais cette saison, on a vraiment choisi d'y aller avec un capitaine vétéran qui va pouvoir amener la très très jeune équipe des Ducks à peut-être y aller, pas d'un push pour les séries. J'ai l'impression que ça ne sera pas encore cette saison qu'on va pouvoir réaliser ça,
mais j'ai l'impression qu'on peut push pour une place quand même très proche des séries et peut-être même d'espérer y rentrer par la porte de derrière. Mais ça va être vraiment intéressant de voir ce qui va arriver avec cette équipe-là. Mais j'ai l'impression que la nomination de Goudas, c'est une très très bonne nomination au poste de capitaine qui, par la suite, devrait revenir normalement à soit Troy Terry ou Mason McTavish, normalement, avec beaucoup plus d'expérience dans le futur, grâce justement à l'apport que Goudas va leur apporter durant les 2 prochaines saisons de son contrat. Je suis totalement d'accord. Et dominer un capitaine au sein d'un vestiaire de joueurs de hockey, ça amène beaucoup, beaucoup de confiance et ça amène un autre esprit. Si on pense au moment où est-ce que, mettons, le Canadien de Montréal, nous autres, on n'avait pas de capitaine parce que Shea Weber était parti, c'est sûr que ça mettait un autre style d'ambiance. On n'avait pas vraiment un leader en soi jusqu'à ce que Suzuki soit nominé. Je trouve qu'il fait un travail quand même assez exceptionnel en tant que capitaine. Donc, nominer Radko Gudas, moi, surprenamment, ça m'a étonné. Je pensais pas que ça allait être Goudas qui allait être nominé. Je pensais plutôt à des gars du style de Troy Terry, où j'avais même passé à Alex Killorn par moment. Mais ça va vraiment donner une belle ambiance aux jeunes joueurs du style de Troy Terry, Trevor Zegras, Frank Vatrano. Ça va vraiment donner une belle ambiance. Ça va donner un bel esprit en ce début de saison. Donc, ça va être quoi l'objectif des Ducks cette année? Est-ce que ça va être les séries? Peut-être. Si vraiment les Ducks, ça se passe bien, on verra ce qu'il y en est. Mais pour de vrai, je pense que l'objectif des Ducks, ça va être de faire du mieux qu'ils peuvent, d'aller chercher des bons choix au repêchage, d'aller chercher des jeunes joueurs. C'est vraiment une reconstruction dans le cas des Ducks. Ça a été une équipe quand même assez forte il y a plusieurs années, mais maintenant on est vraiment dans un processus de reconstruire une équipe, puis on est en train de faire ça avec des gars comme Troy Terry, Zegras et Frank Vatrano, surtout en attaque. Dans la continuité de cette reconstruction un peu du côté des Ducks, j'ai l'impression cette saison que ça va être le point tournant pour 2 joueurs établis depuis longtemps dans la ligue, en Cam Fowler et John Gibson. Du côté de John Gibson, on se rappelle, ça fait plusieurs saisons déjà, 2 ou 3 saisons, qu'on parle beaucoup d'un échange avec Gibson. L'année passée, on a même parlé qu'il aurait pu se rendre avec les Leafs à un certain moment. Finalement, ça n'a pas eu lieu. Mais j'ai l'impression peut-être cette saison, avec 2 ans à faire à son contrat à Gibson, j'ai l'impression que peut-être il va devoir bouger cette saison si on veut vraiment continuer l'évolution de l'équipe du côté des Ducks. La seule affaire seulement avec Gibson, c'est son contrat. 6,40 millions par saison pour 2 ans encore. Ça va falloir une équipe qui a beaucoup de place sur la masse si on veut aller le chercher. Juste comme ça, moi je dirais peut-être un échange possible avec Columbus. On ne sait jamais. Columbus ont besoin d'un gardien. John Gibson, oui, l'an dernier, il a perdu sa place de gardien numéro 1, si on veut, à Lucas Dostal, qui a vraiment bien fait. Mais j'ai l'impression qu'il y a encore un peu de hockey à donner, au moins pour les 2 saisons encore qu'il y a à son contrat. Puis peut-être vraiment que Columbus, on en a parlé un peu plus tôt dans le dernier podcast, dans l'Est, que Columbus a besoin d'un gardien absolument. Peut-être que Gibson serait une bonne monnaie d'échange avec Columbus pour un jeune joueur, peut-être, pour continuer justement dans la voie de cette reconstruction. Même chose pour Cam Fowler, mais cependant, Cam Fowler, il reste 1 an à son contrat, puis là encore, c'est peut-être un problème, c'est son salaire, 6,50 millions par année. Mais encore une fois, Cam Fowler, un bon défenseur défensif, qui est capable de bien appuyer l'attaque aussi quand il faut, puis établi depuis très longtemps dans la ligue, avec les Ducks d'ailleurs, qui jouent depuis le début de sa carrière. Donc ça serait les 2 joueurs, moi, que je verrais peut-être changer d'adresse cette saison si Anaheim veut vraiment continuer de progresser dans leur développement pour le futur. Passons maintenant aux Flames de Calgary, et vraiment la question qu'on peut se poser avec les Flames tout de suite, c'est où va l'équipe, où allons-nous, quelle direction doit-on prendre pour le futur, puisque comme on le sait, la saison dernière et même durant l'été, on a procédé vraiment à une vente complète, une vente de garage, si je voudrais dire, vraiment de tout, pratiquement tout en fait, les joueurs réguliers et importants de l'équipe, pour aller chercher en plupart des choix repêchage et quelques joueurs ici et là, entre autres Miromanov en défense, qu'on est allé chercher de Vegas dans la transaction de
Noah Hanifin l'an dernier, à la date limite. Vente de garage, c'est vraiment un excellent terme pour décrire les Flames de la saison passée, mais aussi dans les 2 années précédentes. On n'a pas re-signé Johnny Gaudreau après son contrat, lui qui était allé à Columbus à la fin de son contrat. En fait, on s'est débarrassé de Matthew Tkachuk pour amener un des joueurs qui avait eu une saison absolument phénoménale, Jonathan Huberdeau des Panthers de la Floride, et ça a vraiment été... En fait, Matthew Tkachuk, premièrement, il a gagné la Coupe Stanley avec les Panthers, donc ça, c'est déjà une victoire en soi pour lui. Mais ça a été un vol complètement pour les Panthers. On a amené Huberdeau aux Flames et ça l'a absolument rien donné. On a amené un autre champion de la Coupe Stanley, Nazem Kadri, avec Colorado. Lui qui s'est amené avec les Flames, lui non plus, ça l'a pas été... fameux, ça a été un peu moins pénible pour lui, oui, mais il n'a pas été, parce que Nazem Kadri était le centre numéro 2 pour l'Avalanche du Colorado. Il était absolument excellent, il y avait une saison absolument phénoménale lorsqu'ils ont gagné la Coupe en 2022. Donc, ils ont amené Kadri, ils ont amené Huberdeau, ils ont perdu énormément de joueurs, énormément de calibre en Gaudreau et Tkachuk. Et cette année, vraiment, ça a été... c'est fou, c'est même, j'ai envie de dire que c'est ridicule. On s'est débarrassé de Noah Hanifin, on s'est débarrassé de Nikita Zadorov, on s'est débarrassé de Elias Enholm, on s'est débarrassé potentiellement pour moi, un des meilleurs défenseurs défensifs de la Ligue en Christopher Tanev. Oui, on a amené des gars comme Sharangovich, mais ça a vraiment été... parce que c'est pas clair ce que les Flames font. Est-ce que c'est une reconstruction? Parce qu'ils ont encore quand même... Ils ont des vieux joueurs dans leur équipe. Des Jonathan Huberdeau, ils l'ont signé jusqu'en 2031. En ce moment, il a 31 ans, puis il fait, excusez-moi le terme, il fait dur, 10,5 millions. Et vraiment, il n'est pas au calibre qu'il était avec les Panthers. C'est parce qu'avec les Panthers, il jouait sur le trio de Reinhardt et de Barkov. Fait que ça explique certaines choses. Kadri, lui, 7 millions jusqu'en 2029. Où on s'en va avec ça, je sais pas. Mais en tout cas, Nazem Kadri, c'est peut-être le cas le moins pire, malgré qu'il a quand même 33 ans. Donc, vieillir au hockey, ça vient quand même assez vite pour lui. Kuzmenko, lui, je l'adore. Je trouve que c'est un des bons joueurs de l'équipe. Lui qui vient d'ailleurs de Vancouver. Blake Coleman, lui, 32 ans. Mikael Backlund, lui, 35 ans, le capitaine. Lui qui a... il me semble que Jarome Iginla était dans l'équipe et Mikael Backlund faisait partie de l'équipe. Ça vous dit à quel point il est là depuis un certain temps. Et on va pouvoir parler aussi de certains autres joueurs, dont Anthony Manta. Mais je voulais surtout parler de Sharangovich, qui lui, vraiment, je trouve que ça a été la meilleure acquisition, malgré les multiples pertes des Flames. Je trouve que Sharangovich, ça a vraiment été winner pour les Flames, malgré vraiment tout le bordel qu'ils ont fait au sein de leur équipe. Moi, je comprends juste pas pourquoi ils ont laissé partir toutes ces stars-là. Parce que, sur papier, honnêtement, l'équipe avait l'air correctement. Ils jouaient bien. Ils jouaient pas mal non plus. Le seul problème, c'est que, avec l'équipe qu'ils avaient l'an dernier, ils étaient même pas capables de se rendre en série. Donc, imagine maintenant, avec tous les joueurs qu'ils ont laissés en liberté, là, l'équipe... c'est beaucoup vidé. Fait on le sait très bien que cette année, ils se rendront sûrement pas en série avec les joueurs qu'ils ont. Sont pas mauvais, mais ils ont laissé, comme j'ai dit, ils ont laissé beaucoup de stars partir. Donc, moi, je pense que ça va être très difficile cette saison. Justement, l'une de ces stars-là qui est partie cet été, c'est Jacob Markstrom, le gardien de but numéro 1 des Flames durant la plupart des dernières saisons. Et ils l'ont laissé partir aux Devils. Et donc, vraisemblablement, ça va laisser la place à Dustin Wolf pour officiellement commencer la saison avec les Flames, et ça va être intéressant la bataille justement pendant le camp d'entraînement et les matchs préparatoires entre Wolf et Dan Vladar pour savoir qui va être le gardien numéro 1.
On se rappelle, l'année passée, Markstrom a été blessé quelques fois et c'est Vladar qui est venu en relève. Ça n'a pas toujours été facile, ça n'a pas toujours été difficile non plus, mais disons que Vladar, comment je le vois, c'est vraiment un gardien plus auxiliaire, numéro 2, qui peut vraiment aider un gardien numéro 1 à gagner quelques matchs de plus durant la saison. Et j'ai vraiment l'impression que ça va être Dustin Wolf, moi, qui va commencer la saison gardien numéro 1 avec les Flames. C'est leur peut-être meilleur gardien qu'ils ont eu dans l'organisation depuis, moi, je dirais, Mika Kiproussov. Donc, ça fait quand même un certain temps. Il y a beaucoup de gardiens qui sont passés depuis Kiproussov à Calgary. Donc, vraiment, puisque, en fait, Markstrom, lui, venait de Vancouver à la base. Donc, vraiment, joueur repêché par l'équipe, beaucoup de potentiel. Il en a montré un peu la saison dernière, justement, quand Markstrom était blessé en remplacement à Vladar. Donc, je pense vraiment que cette saison, ça va être la saison où on va voir vraiment l'éclosion peut-être d'un excellent gardien en Dustin Wolf et qui sait peut-être même réussir à lui-même voler quelques matchs pour son équipe cette saison, ce qui serait d'une grande aide, voyant justement toutes les transactions et l'alignement de départ, disons, pour la saison des Flames. En parlant de départ, avec tous les défenseurs perdus la saison dernière, les Flames ont annoncé avant le camp d'entraînement que Tyson Barrie avait signé un contrat d'essai professionnel et il va essayer de se faire une place avec l'équipe cette saison. Ce qui, selon moi, devrait être très simple vu l'alignement. Je reviens à Jonathan Huberdeau. C'est pas le seul joueur des Panthers qui s'est fait shipper aux Flames. Il y a aussi Mackenzie Weegar qui est venu dans ce paquet-là. Weegar, lui, qui est sur un contrat de 6,25 millions de dollars jusqu'en 2031. Mackenzie Weegar, qui est d'ailleurs un des seuls défenseurs cette année à avoir marqué un tour du chapeau avec Kel McCarr, petite information comme ça. Mais défensivement, oui, on a Weegar, oui, on a Rasmus Anderson jusqu'en 2026-2027. D'après moi, il va être re-signé. Mais à part ça, la défense, c'est extrêmement vide. Ça en fait peur, honnêtement. On a 2 défenseurs de premier duo, Weegar et Anderson. Parfait. C'est 2 bons joueurs qui savent jouer un bon style de défense et une bonne défensive, très offensive aussi. Donc ça, il n'y a aucun problème ici. Après ça, on a Jake Bean, qui n'est pas le défenseur de l'année, disons-le. On a Daniel Miromanov, qui lui non plus, c'est pas le défenseur d'une vie. On a Kevin Ball, ce qui est pas mauvais, lui qui va être agent libre avec restriction à la fin de la saison prochaine. Donc, on a Kevin Ball. OK, un 3e défenseur sur une possibilité de 6 défenseurs qui vont jouer la game. Après, on a Braden Pakal. Encore une fois, c'est pas le défenseur d'une vie, mais lui aussi agent libre avec restriction. Donc on verra ce qu'il y en est après. Ilya Solovyov. OK, peut-être pas le défenseur qu'on rêve tous d'avoir, mais encore une fois, lui, il va être agent libre avec restriction en 2026-2027. Puis on a Tyson Barrie, qu'on sait pas trop s'il va signer. Défensivement, là, les Flames, là, c'est terrible. On a Weegar, Anderson. Les autres, c'est pas vraiment des défenseurs qui vont vous permettre d'aller gagner une Coupe Stanley, les Flames. Là. Donc défensivement, ça n'a tellement aucun bon sens. Christopher Tanev, parti. Nikita Zadorov, parti. On n'a plus rien. C'est triste parce que les Flames, pour de vrai, il y avait une défensive assez solide. On s'est débarrassé de pas 1, pas 2, mais de 3 défenseurs clés de l'équipe. 3 défenseurs clés. Les Flames avaient toute une défense. Là. Quand on y repense, c'est comme, oh man, t'avais Zadorov, Tanev, Hanifin, Henderson, Weegar, Les Flames se sont complètement vidés les poches de tout l'or qu'il y avait. Donc moi, j'ai hâte de voir la saison prochaine, ça va ressembler à quoi, parce que j'ai l'impression vraiment que les défenseurs des Flames et l'équipe vont avoir peut-être le pire différentiel de but de la ligue et les pires stats plus ou moins pour les défenseurs. Donc ça va vraiment être à voir, mais vraiment, je ne mettrai pas mon argent sur les Flames pour un pool cette année. Allons-y maintenant avec les Oilers d'Edmonton. Et la grosse nouvelle du côté des Oilers, c'est vraiment l'extension du contrat de Leon Draisaitl pour les 8 prochaines années à 14 millions. Ça fait de lui maintenant le joueur le mieux payé aussi de la Ligue. Donc vraiment, c'est la grosse nouvelle de l'été chez les Oilers. Mais cette signature-là de Draisaitl, ça
surtout fait mal, je dirais, à Edmonton. Ils ont dû beaucoup jouer avec l'alignement et faire de la place, dans le fond, sur la masse pour le nouveau contrat de Leon Draisaitl. Donc, d'après moi, vraiment, ce contrat-là, oui, c'est bien parce que Draisaitl, c'est un joueur vraiment dominant, excellent. En plus, duo avec McDavid, Hyman, c'est vraiment merveilleux. Mais je veux dire, sur le plan équipe, c'est vraiment, je dirais, une décision qui va peut-être faire mal dans le futur. Oui, signer un joueur à long terme, c'est une excellente affaire, surtout dans le cas de Leon Draisaitl. Il a encore 28 ans, il est très jeune encore, et c'est un gars qui peut marquer vraiment un 50 buts par année, en plus d'être un des meilleurs passeurs de la ligue. Oui, c'est beau signer ces gars-là, c'est merveilleux, puis on veut garder ces gars-là dans notre équipe, mais il y a un énorme double tranchant à ces contrats-là, c'est que tu peux pas amener d'autres joueurs de soutien. Surtout dans le cas de Leon Draisaitl, je m'explique. Connor McDavid, OK? Dans 2 saisons, il va être agent libre sans restriction. Connor McDavid, c'est sûr qu'il va vouloir potentiellement re-signer avec les Oilers. Il va demander probablement un même montant, si c'est pas un plus gros montant. C'est quand même Connor McDavid, on s'entend? En plus de ça, on a Evan Bouchard qui, lui, est sur sa dernière année de contrat, de son contrat de 3,9 millions. Il va être agent libre avec restriction à la fin de la saison prochaine. Evan Bouchard, 24 ans, un des très très bons défenseurs des dernières années, des dernières saisons en tout cas. Et en série, on l'a vraiment vu. Ça a été un défenseur exemplaire, autant sur le plan défensif et énormément sur le plan offensif. C'est vraiment un bijou, ce gars-là. Donc lui aussi, il va vouloir un gros montant, c'est sûr et certain. Et en plus de ça, on a le contrat complètement ridicule de Darnell Nurse de 9,25 millions, qui est seulement sur sa 3e année de contrat sur 8. Et bref, on pourra en reparler de Darnell Nurse, mais vraiment, ça permet pas aux Oilers de signer des joueurs de talent à long terme. Je prends l'exemple de Jeff Skinner, on a juste signé ce gars-là 1 an. Si on avait de la place dans la masse salariale, on aurait pu signer ce gars-là bien plus longtemps. 2, 3 ans peut-être. Jeff Skinner, qui est, je trouve, un des joueurs tellement sous-estimés dans la ligue, c'est un potter, ce gars-là. Ce gars-là, sur un power play avec McDavid, Draisaitl, Evan Bouchard et Ekholm, ça serait le meilleur power play de l'histoire des power play. Jeff Skinner, il y aurait 40-50 buts peut-être avec McDavid, qui lui fait la passe, puis lui, il tire dans le net. Ça va tellement retomber sur eux autres pour les Oilers d'Edmonton. Je trouve que Stan Bowman, ça a été, oui, une bonne décision, mais en même temps, c'était pas la décision qui va favoriser l'équipe sur le long terme. Donc, il va vraiment devoir réfléchir vraiment à ce qu'il va devoir faire, surtout avec McDavid, qui s'approche vraiment de la fin de son contrat de 12,5 millions. Est-ce que McDavid va aller avec une autre équipe? Ça serait la plus grosse surprise et probablement la signature la plus wow de toute l'histoire du hockey. Est-ce que McDavid irait avec les Kings? Ça serait quand même très drôle. Mais en tout cas, on va voir ce qui va se passer avec les Oilers sur le long terme. Évidemment, en ce moment, c'est une équipe extrêmement dominante avec tous les gros joueurs qui sont encore sous contrat. Mais sur le long terme, c'est sûr qu'ils ne vont pas pouvoir garder une équipe aussi colosse. Parlant du contrat de McDavid qui va se terminer, moi j'ai l'impression vraiment que Darnell Nurse, comme tu as dit, à 9,25 millions, moi j'ai l'impression que peut-être les Oilers vont peut-être les changer, soit durant l'entre-saison, après la saison qui va se dérouler, ou bien peut-être à la date limite ou à l'entre-saison de la prochaine saison, pour faire de la place pour McDavid, j'ai l'impression. Je pense pas que les Oilers vont prendre une chance de perdre McDavid, même si à la fin de son contrat, il sera plus le même McDavid qu'au départ, bien sûr, parce qu'il va vieillir. Mais quand même, j'ai l'impression que Edmonton vont rester vraiment avec Draisaitl, McDavid comme principaux. Et je pense vraiment, en tout cas, c'est une opinion personnelle, mais je pense vraiment que Nurse pourrait être le joueur qui ferait de la place sur la masse salariale pour McDavid dans le futur. Moi, ce que je trouve d'intéressant avec les Oilers cette saison qui s'en vient, c'est que est-ce qu'ils vont encore être capables de se rendre en finale des séries éliminatoires avec des gros joueurs comme ils ont la saison dernière, puis encore laisser une chance à Corey Perry, que lui a la malchance de toujours perdre en finale.
c'est ce que je trouve vraiment intéressant. Puis je trouve intéressant aussi de voir si Stuart Skinner va être capable encore de se rendre jusqu'à là. Parce que oui, il est bon, mais il est souvent constant. Mais en même temps, je trouve qu'il manque de quoi. Je sais pas quoi, mais je sais qu'il manque de quoi. Est-ce que c'est les défenseurs qui font mal leur job ou c'est lui le problème? Comme ça, je trouve ça vraiment intéressant de voir ça cette saison. Si il pourrait peut-être même gagner la Coupe Stanley. Je pense vraiment ce qui pourrait être tueur cette saison pour Edmonton, c'est la défensive. Chloé vient de parler des gardiens. Skinner, on ne sait jamais ce qu'il peut nous donner à chaque match. Donc déjà là, c'est un gros gamble pour moi. Mais la défensive a vraiment été touchée cet été avec, entre autres, le départ de Cody Ceci et de Vincent Desharnais, qui avaient été quand même 2 joueurs importants la saison dernière durant et le streak de victoire et le parcours jusqu'en finale de la Coupe Stanley. Donc ça laisse vraiment, comme j'ai dit un peu tantôt, Ekholm et Bouchard vraiment de sérieux dans l'équipe. Pour moi, Darnell Nurse, défensivement, gros zéro. On l'a bien vu en finale de la Coupe Stanley et tout au long des séries. En plus, ça n'a pas été vraiment très bien pour lui. Donc je pense vraiment que ça va être extrêmement difficile du côté défensif, du côté d'Edmonton cette saison. Ce qui pourrait être vraiment un désavantage, puis vraiment nuire peut-être à leur saison. Passons maintenant aux Kings de Los Angeles, qui eux ont décidé de prolonger leur capitaine Kopitar pour encore 2 ans. Et vraiment, ils sont allés d'un changement, disons, drastique au niveau du gardien de but, en laissant partir Cam Talbot, qui avait fait la saison dernière. Il avait quand même bien fait, faut se le rappeler. C'était beaucoup mieux que ce qu'on pouvait s'attendre de lui. Et sont allés chercher par la suite Darcy Kemper de Washington. Donc clairement, Kemper s'amène avec 2 ans à faire à son contrat. Va clairement être le gardien numéro 1 cette saison pour les Kings, à moins vraiment d'un écroulement, comme il s'est passé d'ailleurs avec Washington l'an dernier, ce qui avait fait en sorte que Lindgren avait pris la place de numéro 1 là-bas. Donc Kemper s'amène dans une nouvelle équipe. Ça va être intéressant de voir ce qu'il va pouvoir amener. Il a quand même gagné la coupe avec l'Avalanche. Donc c'est quand même un gardien qui est capable de succès. Et ça reste à voir vraiment s'il va être capable de réavoir ces succès-là avec l'équipe des Kings cette saison. Je trouve que les Kings, sur papier, mis à part l'âge de Anze Kopitar de 37 ans et de Drew Doughty de 34 ans, malgré qu'il reste quand même 3 ans à son contrat, Doughty de 11 millions de dollars, c'est quand même une équipe sur papier qui a quand même énormément d'allure. Puis j'y viens aussi à Quinton Byfield, qui a été vraiment une des belles stars de cette équipe-là. Quand même 20 buts, 35 passes pour 55 points en 80 matchs. Il a vraiment été excellent. Il a vraiment été vraiment un gros highlight reel cette année. Kevin Fiala aussi, lui 29 buts, 44 passes pour 73 points. Lui qui a joué l'entièreté de la saison, 82 matchs. On a aussi un excellent joueur de centre et en infériorité numérique en Philippe Danault et un autre excellent joueur en Adrian Kempe qui lui a marqué 28 buts et 47 passes pour 75 points en 77 matchs. Donc, dans le corps des attaquants, on est vraiment solide. On a amené vraiment des bons gros joueurs. Kevin Fiala, lui, jusqu'en 2029, son contrat. Kopitar, lui, comme Étienne a dit, 2 ans, qu'il y reste à 7 millions. Byfield, lui, on l'a signé jusqu'en 2029. Danault, lui, son contrat expire dans la saison 2027-2028. Il va avoir quand même 34 ans. Donc, est-ce qu'on va vouloir le signer à short term? On verra ce qu'il y en est. Quand même, Philippe Danault, qui est quand même un excellent joueur de centre et un joueur à qui on peut faire confiance. Kempe, son contrat finit dans 2 saisons. Je suis pas mal certain qu'on va vouloir re-signer ce gars-là qui est extrêmement efficace pour marquer des buts et pour fabriquer des jeux. Dans le cas de Trevor Moore, lui, 29 ans, un bon petit joueur de centre, que lui, son contrat expire en 2028, donc il y a encore plusieurs saisons devant lui. Warren Foegele, qui fait son arrivée dans l'équipe, l'ancien des Oilers d'Edmonton, lui, il a 3 ans à 3,5 millions, qui peut être un bon joueur de 3e trio, un bon joueur de soutien qui a été quand même assez efficace en série éliminatoire, particulièrement en finale de la Coupe Stanley. Et on a aussi amené Tanner Jeannot du Lightning de Tampa Bay, lui qui est sur
une dernière année à 2,665 millions de dollars. Lui, Tanner Jeannot, 27 ans. Est-ce que les Kings, dépendant de s'ils performent bien, d'après moi, les Kings vont vouloir signer Jeannot potentiellement à long terme. Et dans le cas de la défense des Kings, vraiment, on a Drew Doughty, qui est un défenseur vraiment d'expérience et qui s'est joué énormément de minutes sur la glace. On a aussi amené l'ancien du Canadien, Joel Edmondson, à 3,850 millions de dollars pour 4 saisons. Certains vont dire que Edmondson a été beaucoup trop payé, mais je trouve qu'Edmondson, honnêtement, quand Edmondson était à Montréal, c'était un bon défenseur qui, premièrement, savait quand même donner une bonne mise en échec. Il savait aller défendre ses coéquipiers. C'est quand même un gars qui s'est souvent battu à Montréal, by the way. Mais vraiment, Joel Edmondson, je trouve que c'est un bon contrat qu'on lui a donné. C'est un bon défenseur, très défensif, qui peut vraiment faire une belle job. Donc, je trouve que l'avenir est quand même assez brillant pour les Kings, malgré vraiment les difficultés énormes de la saison passée. On réussit quand même à faire les séries du côté des Kings. Et je trouve que c'est une équipe qu'on oublie, qui font les séries, malgré que ça fait 3 années qu'ils se font complètement détruire par les Oilers. Mais peut-être que cette année, ça va être différent. Donc, malgré la perte de Pierre-Luc Dubois, qui était honnêtement, de mon côté, je trouve que c'était un poids lourd dans l'équipe. Et je souhaite vraiment tout le succès du monde à Pierre-Luc Dubois à Washington. Je suis sûr que jouer avec des gars comme Ovechkin, ça va vraiment l'aider, non seulement à évoluer en tant que joueur, mais à performer, parce que c'est vraiment ça qui manquait du côté de Dubois avec les Kings. Donc je trouve que l'avenir est vraiment brillant avec les Kings, et je sens que ça va être encore une fois une équipe sous-estimée dans l'Ouest. L'équipe des Kings est vraiment bâtie, là. Si on regarde vraiment l'alignement, c'est vraiment une équipe bâtie sur la défensive, puis ça va être important. L'année passée, il y a eu des moments difficiles, mais il faut se rappeler, au début de la saison, il y a eu des grosses victoires, et même un streak de victoires à l'extérieur. Donc, c'est vraiment important cette saison de continuer la bonne constance au niveau défensif, puis vraiment, on a vraiment l'équipe pour se permettre d'être très défensif, avec les joueurs offensifs qui réussissent à vraiment percer la défensive aussi. Donc c'est un bon mix, mais vraiment se fier sur la défensive pour les Kings, ça devrait être le mot d'ordre cette saison pour vraiment espérer aider premièrement Darcy Kuemper à avoir des bons résultats et aider l'équipe à ne pas accorder trop de buts, ce qu'ils ont réussi à faire aussi l'année passée un peu, et vraiment avoir du succès tout au long de la saison. Je sens aussi que ça va être un nouveau départ pour les Kings en termes, en tout cas dans le locker room. On a un nouveau coach en chef, Jim Hiller. On a amené comme assistant coach DJ Smith, ancien coach de Ottawa. Oui, ça ne marchait pas vraiment à Ottawa pour le cas de DJ Smith, mais avec les Kings, je sens qu'il peut faire des belles choses. Comme j'ai dit tantôt, les Kings sont vraiment une équipe vraiment belle sur papier. Ils ont des bons joueurs, ils ont des bons contrats, ils ont beaucoup de marge de manœuvre. Ils ont amené des bons gars cet été, dont Joel Edmondson et Tanner Jeannot. Donc je trouve que les Kings, vraiment, ça va être un nouveau départ, ça va être une nouvelle mentalité qui va s'installer. On n'aura pas toujours Kopitar comme capitaine. Non, éventuellement, ça va faire mal à la première ligne d'attaque, évidemment, la perte de Kopitar, mais c'est dans 2 ans. Donc, on a encore le temps d'aller soit chercher un bon joueur de centre au repêchage ou d'aller chercher un gars via une transaction pour des choix au repêchage. On verra de s'il y en est. Mais honnêtement, je trouve que les Kings, ils vont avoir une belle mentalité pour partir la saison. Ils vont avoir Je sens qu'ils vont avoir une belle saison encore, malgré les débauches un peu de l'année passée. Je trouve que cette année, les Kings, ça va être une équipe, comme j'ai dit tantôt, qui va être sous-estimée dans l'Ouest, mais qui peut vraiment surprendre les haters. Passons maintenant aux Sharks de San Jose, qui ont eu quand même une belle été relativement. Ils ont amené beaucoup de nouveaux joueurs à l'équipe, entre autres Tyler Toffoli, Jake Wallman de Détroit, qui l'année dernière, il a eu une excellente saison. Pendant certains temps, il a même dominé le nombre de buts par un défenseur dans la ligue. Donc c'est vraiment une acquisition intéressante. Cody Ceci, l'ancien des Oilers d'Edmonton. On a aussi amené via transaction Yaroslav Askarov, l'ancien gardien des Predators de Nashville. Donc ça va être extrêmement intéressant. Askarov qui est coté vraiment très haut comme prospect. Donc ça va être vraiment intéressant de voir s'il va pouvoir commencer la saison avec les Sharks de San Jose. Déjà que les Sharks ont Mackenzie Blackwood et Vitek Vanecek avec l'équipe. Les deux, par exemple,
tout comme Askarov, sont à leur dernière année de contrat. Donc, ça va être vraiment intéressant, la bataille devant le filet cette saison. On a aussi amené Alex Wennberg, ancien des Rangers, Carl Grundstrom, ancien des Kings, et Barclay Goodrow, ancien des Rangers lui aussi. Donc, vraiment, ce qu'on peut voir du côté des Sharks, c'est qu'on a vraiment relancé la reconstruction. On a amené quelques vétérans pour appuyer les jeunes joueurs qu'on a, entre autres le premier choix au repêchage qui commencera vraisemblablement la saison avec eux, Macklin Celebrini, mais Zetterlund aussi, très jeune. Ty Dellandrea, qu'on est allé aussi chercher des Stars de Dallas. Et bien sûr, en défensive, Henry Trern. Et même si c'est pas jeune, Mario Ferraro, qui quand même est une pierre angulaire de cette défensive, malgré les déboires des Sharks dans les dernières saisons. Si on compare les Sharks de l'année passée à ceux qui vont commencer l'année, vraiment ceux qui vont commencer l'année, c'est vraiment excellent. Comme l'a dit Étienne, on a des gars comme Tyler Toffoli, Granlund, Wennberg, Goodrow. En défense, on a évidemment Vlasic qui est là depuis à vitam aeternam, Jake Walman qui peut vraiment aller pousser une défensive vraiment vers l'offensive, Mario Ferraro. Évidemment, on va manquer potentiellement le capitaine Logan Couture encore une fois, lui que son contrat finit en 2027-2028. Mais en termes de contrat, on est vraiment en business. Pour les Sharks en ce moment, Toffoli, lui qui est là jusqu'en 2028, si tout va bien. Granlund qui est à 5 millions cette année, que son contrat va finir la saison prochaine. Wennberg qui est à 5 millions jusqu'en 2026. Barclay Goodrow qui lui est à 3,6 millions jusqu'en 2027. Et en plus de ça, on a quand même un 10 millions de cap space cette année encore. Là. Donc on peut, si jamais les Sharks font vraiment des miracles, ce qui me surprendrait parce que c'est encore une équipe qui est quand même assez en reconstruction, si jamais les Sharks réussissent à se rendre potentiellement vers une porte dans les séries, ils ont énormément d'espace pour aller chercher des bons joueurs, pour aller vraiment soutenir cette équipe-là. Et non seulement ça, mais on a 3 grosses recrues en, évidemment, Macklin Celebrini, premier choix au repêchage de 2024. Mais on a aussi le joueur Will Smith et William Eklund. Donc vraiment, on a 3 gros joueurs de centre pour les Sharks dans les prochaines saisons à venir. C'est sûr et certain que Celebrini, d'après moi, il va pouvoir faire quand même certains miracles avec les Sharks. Will Smith et Eklund aussi qui sont reconnus comme étant vraiment des joueurs de haut calibre au sein du hockey. Donc pour les Sharks, vraiment, l'avenir est assez prometteur. Peut-être dans des cas où est-ce qu'il y a des joueurs qui ont énormément d'âge, comme Marc-Édouard Vlasic, ça va peut-être faire mal défensivement éventuellement pour les Sharks, mais vraiment, je trouve que l'avenir est prometteur pour les Sharks. C'est sûr que cette saison-ci, ça va peut-être pas être les séries, ça va peut-être être encore extrêmement difficile pour les Sharks, mais d'après moi, dans les saisons à venir, donnons-nous quelques saisons et on devrait pouvoir revenir à un certain standard chez les Sharks. Un peu comme ce que Jay a dit, moi aussi j'ai hâte de voir un peu cette saison, comment les Sharks vont se diriger, parce que si on regarde la saison dernière, ça a été une des équipes, une des premières équipes qui ont été éliminées en disant on savait déjà qu'elle n'allait pas faire les séries. Puis avec les gros joueurs qu'ils ont maintenant signés, moi je pense que peut-être ils vont avoir une place en série cette saison. Ça va être difficile, mais je pense qu'ils vont être capables de travailler fort pour s'y rendre. Ou sinon, une meilleure saison que la saison dernière. Sinon, je pense vraiment aussi que c'est le problème d'un but aussi. Parce que Vitek Vanecek, c'est pas le meilleur, il se débrouille, mais c'est pas vraiment le meilleur. Et la même chose pour Mackenzie Blackwood. On l'a vu la saison dernière, goalie, c'est pas le meilleur, il se débrouille. Les défenseurs, ils font un peu leur job, mais pas assez pour que Blackwood soit assez constant ou qu'il fasse les séries. Donc vraiment, là, ça va vraiment être une job de l'équipe complète, niveau attaque, défense
et goaler cette saison. Je pense aussi vraiment que cette saison, peut-être pas les séries, j'ai l'impression que c'est vraiment peut-être un espoir perdu d'avance pour les Sharks, mais vraiment je pense que la clé cette saison, ça va être vraiment de s'améliorer au niveau et des statistiques équipe, mais aussi au niveau des résultats vis-à-vis ce qu'on a eu la saison dernière. Pas nécessairement meilleure place au classement, mais je dirais de meilleures statistiques niveau but concédé, but marqué, vraiment un grow-up, si on veut, constant de toute l'équipe, des jeunes entourés des plus vieux comme Toffoli. Ça va être vraiment important, je pense, de juste progresser petit à petit. Je pense vraiment qu'il faut prendre vraiment son temps avec les Sharks pour vraiment gravir les échelons un par un et revenir vraiment à une équipe qui a été dominante dans les années 2010, là, qu'on se rappelle avec Thornton, Marleau, Heatley, quand ils ont fait la finale de la Coupe Stanley, entre autres. Donc vraiment, il faut vraiment y aller petit à petit pour que tout le monde progresse ensemble et finisse par donner un produit final que tout le monde désire. Passons maintenant aux Canucks de Vancouver qui, eux, ont perdu cet été 2 joueurs qu'ils avaient acquis la saison dernière, Nikita Zadorov et Elias Lindholm, qui, par un hasard assez curieux, les deux ont rejoint les Bruins pour la saison qui va se dérouler. Donc, c'est un peu, disons, un problème pour les Canucks qui avaient quand même donné beaucoup pour les 2 joueurs la saison dernière pour les acquérir. Et ça fait en sorte que là, en plus d'avoir perdu Lindholm et Zadorov, si on fait le calcul, on a aussi perdu Kuzmenko et plusieurs choix au repêchage. Donc vraiment, ça fait la note des Canucks quand même élevée pour ce qu'ils ont maintenant depuis la perte cet été des 2 joueurs. Pour moi, cette saison, vraiment, faut continuer dans le même sens que l'an dernier. On a eu une saison remarquable. Ça a d'ailleurs valu le Jack Adams à Rick Tocchet. Et vraiment, on a quand même eu une belle série en séries éliminatoires. On s'est rendu en 2e ronde. Ça a passé proche. On aurait pu. On s'est écroulé finalement. Mais quand même, sur l'ensemble, vraiment, ça a été une saison quand même extrêmement lucrative la saison dernière pour les Canucks. Il faut vraiment continuer dans le même sens. Il faut vraiment que les joueurs importants, Besser, Miller, Peterson, vraiment produisent amplement et continuer le bon travail du côté de la défensive. Ça va être un peu difficile peut-être au début de la saison. On ne sait pas trop si Thatcher Demko va être disponible au début, mais quand même, on a vu que Shilovs était capable en série de prendre la place de Demko et de vraiment montrer qu'il était capable d'être un gardien qui peut-être sera le futur après Demko. Ça a été une saison vraiment exceptionnelle. Peterson a été exceptionnel. J.T. Miller a été exceptionnel. Brock Besser, très particulièrement, a été exceptionnel. Quinn Hughes, lui, a gagné le Norris pour donner au meilleur défenseur de la Ligue. Quinn Hughes a été absolument exceptionnel avec Philip Hronek, son partenaire de défense. Tyler Myers a été exceptionnel. L'équipe au complet a vraiment été merveilleuse de A à Z. On s'est quand même rendu en Game 7 face aux Oilers en 2e ronde des séries. Ça n'a pas marché, comme tu as dit, Étienne. Mais vraiment, Vancouver doivent absolument aller vers la même direction. Et un des sujets chauds pour la saison, d'aujourd'hui, mais la saison qui va venir après celle-ci, c'est que Brock Besser va être agent libre sans restriction à la fin de la saison qui s'en vient. Et le cap hit vraiment de Vancouver est vraiment très, 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 très haut. Ils sont à presque 88 millions dans le cap hit. Ils sont à 90 000 d'atteindre la limite du plafond salarial. Et avec des joueurs signés à long terme, dont Hronek, dont Hughes, dont Miller, dont Peterson, ça va être assez difficile si on veut re-signer Brock Besser, qui reste un des meilleurs marqueurs de la ligue. En tout cas, de l'équipe, ça va vraiment être vraiment merveilleux. Et si on veut garder Silovs, lui, qui est à 850 000 jusqu'en 2026, il va être agent libre avec restriction. Donc, sur le long terme, en termes de contrat et de cap space, ça va peut-être être difficile pour les Canucks, mais ils ont d'excellents joueurs signés à long terme pendant plusieurs saisons.
Donc, le futur est extrêmement favorable pour les Canucks, mais il va falloir se grouiller si on veut vraiment devenir vainqueur de la Coupe Stanley ou encore performer avec brio en série. Arthur Silovs a été fantastique, oui, mais Thatcher Demko, je sens que c'était vraiment la pièce maîtresse l'année passée pour pouvoir faire une run vraiment remarquable. Donc, Vancouver sont encore une fois cette année mes favoris dans l'Ouest pour pouvoir peut-être gagner même la conférence, le titre de la conférence de l'Ouest. On verra ce qu'il y en est, mais vraiment Vancouver, ça va être une équipe encore une fois à suivre cette année de très très près. Moi, ce que j'ai hâte de voir cette saison, c'est que est-ce qu'ils vont être capables de faire la même chose que la saison dernière? Une saison remarquable, une saison qui a surpris tout le monde. Comme ça, c'est une affaire qui est tellement intéressante à voir avec les Canucks. Est-ce que Demko va encore faire une job excellente à goaler, à faire des arrêts remarquables? Le même côté pour le même côté des défenseurs comme Quinn Hughes, Philippe Hronek, puis même du côté des attaquants, est-ce que J.T. Miller, Elias Pettersson, Brock Besser, est-ce qu'ils vont encore être aussi réveillés que la saison dernière? Est-ce que cette saison, s'ils font la même chose que la saison dernière, ils vont pouvoir se rendre jusqu'à même tenir la coupe? Ça, c'est quelque chose qu'on a toute hâte à voir cette saison. Passons maintenant aux Kraken de Seattle qui, eux, cet été, sont allés de 2 vols, comme j'aime le dire, parce qu'ils sont allés chercher Brandon Montour pour 7 saisons à 7,14 millions et Chandler Stephenson pour 7 ans à 6,25 millions, l'ancien des Golden Knights. 2 gagnants d'ailleurs de la Coupe Stanley. Donc ça vient vraiment renforcer et une défensive qui était quand même déjà assez solide avec Vince Dunn, Larson et Oleksiak. Mais une attaque vraiment qui maintenant est beaucoup plus dangereuse avec Stevenson. Ça a vraiment donné 2 trios extrêmement intéressants, les 2 premiers trios cette saison du côté de Seattle. Le seul hic pour moi, encore une fois, c'est vraiment devant le filet. Philippe Grobauer, très difficile depuis 2 saisons. Joey Daccord est là, il a fait des beaux trucs durant la dernière saison, même la saison d'avant pour permettre d'aller en série, mais c'est pas assez selon moi. Il va vraiment falloir investir dans un gardien de but, soit par une transaction, soit par le repêchage, parce que je pense pas vraiment que c'est avec Grobauer ou Daccord qu'on va avoir beaucoup de succès dans le futur. Donc vraiment, il faut essayer de trouver la solution et rapidement. J'ai l'impression que l'arrivée de Montour et Stevenson, ça va vraiment changer la dynamique offensive de l'équipe et ça va vraiment aider Jared McCann à être encore plus dominant cette saison. Mis à part la situation dans le filet, je trouve que le Kraken de Seattle ont vraiment une bonne équipe pour aller faire un push en série. On a Beniers qui est signé à long terme, Stevenson qu'on vient de signer à long terme, Jaden Schwartz qui reste encore 2 bonnes saisons à 5,5 millions avant qu'il soit agent libre sans restriction. Burakovsky, 5,5 millions aussi, jusqu'en 2027. On a Bjorkstrand aussi, Yannick Gourde, un gars d'expérience en série. Jared McCann, potentiellement le meilleur marqueur de l'équipe en ce moment. Jordan Eberle, un gars d'expérience qui reste encore 2 bonnes saisons sous son contrat de 4,75 millions de dollars. Brendan Tanev qui est aussi un excellent joueur d'expérience. En plus, potentiellement qu'on va peut-être revoir Shane Wright au sein de Seattle. Donc on verra si de son côté il s'est amélioré parce que à sa première saison dans la Ligue, c'était quand même assez difficile. Donc, finalement, à Montréal, on a très bien fait de repêcher Juraj Slafkovský. Et en défense, on a Vince Dunn. On allait chercher Montour, Jamie Oleksiak, Adam Larsson. Sur papier, on a une grosse équipe. Sur papier, on est une équipe qui peut vraiment compétitionner avec les grosses forces de l'Ouest. Cette équipe-là a quand même sorti l'Avalanche du Colorado l'année après qu'ils aient gagné la Coupe Stanley. Donc, c'est vraiment pas rien. On a déjà une série de gagnés dans l'histoire de Seattle, ce qui est quand même excellent. Donc avec l'équipe qu'on est en train de build avec cette équipe-là, ça va vraiment être remarquable. Si on peut se rendre en série, si on peut être constant lors de la saison régulière, si on peut se rendre en série, mais surtout si on peut donner la chance à Joey Daccord d'être vraiment le gardien numéro 1 et de lui permettre de vraiment shine à travers toute la saison. Et Philippe Grubauer, lui, j'espère vraiment qu'il va trouver une nouvelle adresse parce que ça ne marche vraiment pas avec l'équipe. Moi, j'aimerais faire une petite parenthèse sur la nouvelle assistante coach.
Jessica Campbell, moi je trouve ça tellement le fun qu'ils ont mis une femme pour la première fois, comme ça va être une expérience tellement cool à voir, parce que même moi je suis une femme, fait que comme moi j'aurais aimé ça avoir cette expérience-là d'être assistante coach. Fait que j'aimerais ça que l'équipe fasse bien cette saison pour que on montre que nous les femmes on a le pouvoir puis que on connaît aussi ça le hockey pour bien guider l'équipe. Allons-y maintenant de la dernière équipe de l'Ouest et la dernière équipe de notre petit récapitulatif un peu de toutes les équipes avant le début de cette saison, les Golden Knights de Vegas. Ça va être vraiment les vrais débuts avec les Golden Knights cette saison de mon joueur préféré, Tomas Hertl, qui a été acquis, si on se rappelle, transaction quand même surprise à la date limite la saison dernière quand les Golden Knights sont allés chercher Hertl. Et malheureusement pour eux, ça n'avait pas trop fonctionné en série non plus. Hertl qui est arrivé blessé d'ailleurs de San Jose. Donc vraiment, ça va être ses vrais débuts cette saison. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Déjà avec les Sharks, même si l'équipe était vraiment médiocre, on peut le dire, c'était quand même le plus dominant de l'équipe. Un bon marqueur, mais un bon joueur défensif aussi. Très bon au centre sur les mises en jeu. Donc ça va être vraiment intéressant de voir quelle dynamique il va amener à l'équipe, surtout avec le départ de Jonathan Marchessault des Golden Knights. Donc ça va être vraiment le fun à voir cette saison. C'est bien beau tous les joueurs qui font partie de l'effectif des Golden Knights de Vegas, mais il faut quand même pas oublier que les Golden Knights sont presque 4 millions over du plafond salarial, sont en ce moment à 91 639 000 $, alors que la limite du plafond salarial est de 88 millions. Et en plus de ça, au prochain repêchage, on n'a aucun choix de première ronde, un choix de deuxième ronde, 2 choix de troisième ronde, un de quatrième, un de cinquième et 2 de sixième. Et pour 2026, encore une fois, aucun choix de première ronde, un choix de deuxième, un choix de troisième, aucun choix de quatrième, un choix de cinquième ronde, un choix de sixième ronde et un choix de septième ronde. Donc vraiment, la valeur de leur choix dans les prochains repêchages, ça va pas valoir grand-chose, puisqu'on est allé échanger un choix de première ronde pour aller acquérir Tomas Hertl des Sharks de San Jose. Et il y a énormément de contrats qui sont extrêmement lucratifs, qu'à un moment donné, ça va commencer à peser extrêmement lourd sur la balance des Golden Knights de Vegas. Jack Eichel est en ce moment à 10 millions de dollars pour les 2 prochaines saisons et va devenir agent libre. Est-ce qu'on va avoir la place pour re-signer ce gars-là? Ça m'étonnerait, on verra ce qu'il y en est. Mark Stone, lui, 32 ans, 3 saisons à 9,5 millions de dollars qui lui reste de son contrat. À la fin de ça, il va avoir 35 ans. Est-ce qu'il va vouloir signer? Est-ce qu'il va vouloir aller changer d'équipe? Encore une fois, on verra ce qu'il y en est. Hertl, lui, est là à long terme jusqu'en 2030. Ça, il n'y a aucun problème. William Karlsson, lui, joueur extrêmement important dans l'équipe. 5,9 millions pour les 3 prochaines saisons. Agent libre sans restriction jusqu'en 2027. Est-ce qu'on va avoir la place pour le signer? C'est la question qu'on va se poser pour tous les joueurs. Ivan Barbachev en 2028... Lui, quand même, reste 4 saisons. Lui, c'est un peu moins inquiétant. Nicolas Roy, lui, qui est quand même un excellent bon centre de 4e trio. 3 millions de dollars qui est en ce moment pour les 3 prochaines saisons. Est-ce qu'à la fin de son contrat, on va vouloir lui signer plus cher quand il va avoir dans la trentaine d'années? Ça va être à voir aussi. Et du côté défensif, là, ça commence à vraiment peser extrêmement lourd, surtout dans le cas d'Alex Pietrangelo. 3 saisons à 8,8 millions de dollars. Évidemment, est-ce qu'on va vouloir le signer? Probablement pas. Il va avoir 37 ans. Est-ce qu'on veut vraiment garder un gars comme Pietrangelo? Évidemment, oui, parce que c'est un gars qui est bon défensivement et qui est extrêmement efficace en attaque. On va peut-être vouloir le garder short term, 1 an ou 2, c'est à voir. On a vraiment frappé un home run, par exemple, pour les Golden Knights en amenant Noah Hanifin à Vegas jusqu'en 2032. Donc, pendant 8 ans, quand même, Noah Hanifin, qu'on en a parlé tantôt, quand on parlait des Flames, vraiment, c'est un joueur qui est bon défensivement, qui amène une énorme férocité en attaque, un peu dans le style de Pietrangelo. Donc, Noah Hanifin, ça va vraiment devenir le défenseur numéro 1 sans hésitation, et 27 ans encore, donc vraiment dans son prime. Même chose quand même pour Shea Theodore, qui est à 5,2 millions, dernière année de son contrat. Est-ce qu'on va vouloir re-signer Shea Theodore? Je l'espère, parce que c'est vraiment défensivement, c'est vraiment en défensive
que les difficultés sont vraiment présentes pour les Golden Knights de Vegas. Aussi, Braden McNabb à 2,850 millions de dollars pour cette année, lui 33 ans, sur sa dernière année de contrat. Est-ce qu'on va vouloir encore une fois re-signer ce gars-là? C'est souvent la question qui va se reposer parce qu'on est presque 4 millions en haut du plafond salarial. Donc ça va être extrêmement difficile pour les Golden Knights dans les prochaines années de vraiment structurer leur salaire, leur plafond salarial et leurs joueurs ainsi que leur contrat. Donc ça va vraiment être extrêmement compliqué et sans parler évidemment des goalers. Oui, on a Adin Hill, on est allé signer Ilya Samsonov pour 1 an. Je trouve moi que c'est une perte de 1,8 million. Je trouve que Samsonov c'est pas un bon goaler. Il a prouvé qu'il n'était pas bon en saison régulière et en série face aux Bruins l'année passée. Dans le cas d'Adin Hill, oui, c'est quand même un bon goaler, 28 ans, dernière année de son contrat de 4,9 millions. Je suis pas mal sûr qu'on va vouloir re-signer ce gars-là. Et dans le cas de Robin Lehner, lui, il est blessé à long terme. Il est encore dans la liste des blessés à long terme. Il vaut encore un 5 millions. Donc ça, c'est un autre 5 millions que les Golden Knights perdent dans leur cap salarial. Donc c'est vraiment extrêmement complexe. Le cap salarial pour les Golden Knights de Vegas vont vraiment falloir qu'ils démêlent ça. Plusieurs joueurs vedettes vont devoir potentiellement quitter le club parce qu'ils ne vont pas pouvoir garder tout ce gros monde-là. Oui, ils ont gagné la Coupe Stanley il y a 2 ans, mais quand même, ils sont pas dans une situation où ils peuvent garder tout ce monde-là dans des contrats aussi lucratifs que ça. Donc pour les Golden Knights, ça va vraiment être un jeu de régler la balance dans les prochaines années, mais surtout ce qui va les tuer, c'est leur manque de choix au repêchage. Moi, je pense qu'avec l'effectif qu'ils ont, Vegas a des grandes chances de bien faire cette saison et de faire des séries assez facilement. Par exemple, avec les 2 gardiens qu'on a présentement dans l'équipe, j'ai l'impression que ça va être comme la saison dernière et qu'on va s'écrouler parce que je pense pas que c'est vraiment des gardiens numéro 1 et parce qu'on a aussi perdu Jonathan Marchessault et Chandler Stevenson cet été. C'est sûr que la perte de Marchessault et Stevenson, ça va paraître dans l'équipe, ça va paraître dans les résultats aussi. Marchessault et Stevenson qui étaient quand même 2 joueurs vraiment étoiles et 2 joueurs vraiment indispensables à l'équipe. Mais on va devoir faire avec. On a encore des gars comme Michael, des gars comme Mark Stone, des gars comme Hurtle. On a quand même une grosse équipe encore malgré toute l'histoire du cap salarial. Donc, effectivement, les Golden Knights risquent d'être une équipe encore une fois extrêmement dangereuse. Et s'ils peuvent se rendre en série et peut-être faire un push, malgré que j'en doute un peu, ça va être assez intéressant de les voir cette année encore. Faut pas oublier que depuis que Vegas est arrivé dans la ligue, à chaque saison, l'objectif, ça a été vraiment de gagner la coupe. Ils ont finalement réussi à le faire, mais je veux dire, je pense qu'encore une fois, cette saison, on a tout mis le paquet sur une seule saison pour dire, cette saison, on peut encore gagner la Coupe Stanley, on a l'effectif pour, puis on verra ce qui adviendra du futur par la suite, mais on se concentre vraiment sur cette année. C'est vraiment le vibe vraiment que Vegas me donne, c'est qu'à chaque saison, on y va saison pour saison, puis on passe pas au futur. Comme tu as dit, Jay, tantôt, on a presque pas de choix au repêchage dans les prochaines années. Fait que vraiment, la pensée de il faut gagner maintenant, tout de suite, la saison pour la saison, ça va être catastrophique pour le futur. Donc pour moi, je pense vraiment que cette saison, c'est encore une fois d'aller pour la Coupe Stanley. Est-ce que ça va être faisable? J'ai l'impression que non, mais on peut toujours être surpris des résultats des équipes, mais je pense vraiment que pour le futur, ça va être extrêmement difficile, autant au niveau des signatures que de comment on a géré le dossier Vegas, du côté de la direction. Et mesdames et messieurs, c'est ce qui va conclure notre analyse des 32 équipes de la Ligue nationale de hockey. Donc la saison qui commence dans quelques jours seulement. On a extrêmement hâte de voir ce que les équipes vont nous faire voir cette année. On est extrêmement excités pour une nouvelle saison de la Ligue nationale de hockey. Merci tout le monde de nous avoir écoutés encore une fois. J'espère, comme à l'habitude, que nous vous avons instruit autant que divertis avec ces 2 gros épisodes de hockey. Et on se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci et bonne soirée.